L'état d'urgence instauré dans la région de Difa depuis quelques mois dans le cadre de la lutte contre Boko Haram sera bientôt reconduit. Les députés nationaux ont en effet adopté cet après-midi à l'unanimité une résolution autorisant le gouvernement dans ce sens. On en parle dans cette édition. Et puis l'affichage des listes provisoires pour les élections générales de 2016 se poursuit, non sans difficulté dans la capitale. Nous vous ferons suivre un reportage sur la question au tout début de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par ces quelques notes du résumé des décisions du Comité des droits de l'homme des parlementaires membres de l'Union internationale des parlements à l'issue de sa réunion qui s'est tenue récemment à Genève en Suisse. Le Comité des droits de l'homme des parlementaires IUP constate avec préoccupation que le déroulement de la procédure parlementaire n'a pas été mené dans le respect des droits de la défense de M. Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, et rappelle que la raison d'être de l'immunité parlementaire et en particulier l'inviolabilité parlementaire est d'assurer le bon fonctionnement et la pleine indépendance de l'institution parlementaire en protégeant ses membres contre toute accusation abusive et que par conséquent toute levée de l'immunité d'un parlementaire est une mesure grave qui doit être prise en conformité avec les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires applicables et dans le strict respect des droits de la défense du parlementaire concerné. Relève avec inquiétude que contrairement à la procédure de levée de l'immunité, la procédure d'autorisation d'arrestation d'un député par le bureau hors session n'est actuellement encadrée par aucune disposition juridique et considère donc que ce vide juridique n'est pas de nature à assurer une procédure équitable. Note par ailleurs avec intérêt l'engagement du président de l'Assemblée nationale actuelle du Niger à modifier le règlement intérieur dans les meilleurs délais afin d'encadrer la procédure de manière appropriée en y inscrivant en particulier toutes les garanties en matière de droit de la défense et souhaite être informé des progrès accomplis dans ce sens. Le comité donc des droits de l'homme des parlementaires membres de l'UEP observe que la procédure judiciaire suit son cours, souscrit à la conclusion de l'observateur du procès selon laquelle la procédure judiciaire dans sa globalité semble avoir été menée de manière régulière jusqu'à présent et prend note de la décision de la Cour d'appel de Niamey du 13 juillet 2015 et exprime par ailleurs le souhait de dépêcher à nouveau un observateur lorsque le procès au fond débutera. Le comité des droits de l'homme des parlementaires membres de l'UIP note le souhait du plaignant que la présomption d'innocence soit respectée et estime que la charge de la preuve des accusations portées à l'encontre de M. Hama Amadou et de son épouse appartient au procureur au stade actuel et compte que le procès au fond permettra de clarifier les preuves recueillies par le parquet contre eux. C'était donc là quelques notes des décisions issues de la réunion du Comité des droits de l'homme des parlementaires membres de l'Union internationale des parlements IUP qui s'est récemment tenue à Genève en Suisse à son siège sur l'affaire de l'ancien président de l'Assemblée nationale Hama Amadou. Les listes électorales provisoires pour les élections générales de 2016 sont en train d'être affichées pour permettre aux électeurs en âge de voter qui se sont inscrits sur ces dites listes de vérifier les informations les concernant. Un affichage qui se poursuit donc dans la capitale Niamey, non sans difficulté, comme a pu le constater ce matin une de nos équipes composée de Halidou Bourema et Nafissa Adamou Sirfo. Une semaine après l'affichage des listes provisoires des électeurs au niveau de la région de Niamey, les comités d'organisation de ce processus font le tour des différents sites de l'opération pour constater la façon dont elle se déroule. Nous demandons à la population d'être patient, de suivre, parce que ce n'est pas facile de trouver son nom parmi une multitude. Il faut poser des questions, il faut se renseigner auprès des gens que vous allez trouver sur le terrain. Parce que les gens s'impatientent. Par exemple, dans un quartier où il y a 14 bureaux de vote, tu regardes sur 4, 5, 6, 7 bureaux de vote, tu n'as pas vu ton nom, tu dis que mon nom a été omis. Or, il faut te patienter, il faut demander. Parce que chaque bureau de vote a été élaboré en fonction des zones de dénombrement électoral. Et c'est à travers ces zones de dénombrement électoral que nous avons fait le bureau de vote. Ça veut dire que tant que tu n'es pas de cette zone de dénombrement électoral, tu ne vas pas voir ton nom sur ces localités-là. C'est le nom des autres que tu vas voir. C'est de cela qu'il s'agissait. Si certains apprécient le processus d'affichage des listes électorales, d'autres par contre déplorent l'organisation. Je suis ici depuis 9 heures.
Puisqu'ici, moi, mon nom, personnellement, je ne l'ai pas encore retrouvé. De mon point de vue, vraiment, c'est très mal organisé. On aurait dû vraiment décentraliser ça. Parce que vous voyez ici, tout est centralisé. Et les villages et les quartiers, tout le monde se retrouve ici. Mais vous voyez, maintenant, on amène tout. Quelqu'un de Gorubanda doit venir ici, vraiment, c'est des problèmes. Ça fait quelques 5 minutes que je suis là. Bon, c'est mieux que les antécédents. Oh, c'est mieux. Parce que c'est exposé, tout le monde voit. Les responsables du CFEB de la région de Niamey rassurent les électeurs qu'ils ont 15 jours pour vérifier leur nom et faire les observations nécessaires. Nous sommes au 5e jour aujourd'hui de l'affichage pour les 4 communes, à l'exception de la commune 1, là où nous sommes actuellement, et ils n'ont que 4 jours d'affichage. Effectivement, nous avons fait le tour même ce matin. Nous avons constaté que sur l'ensemble des communes, les listes sont affichées. Et d'ailleurs, à un certain moment, quand nous avons compris que les chefs-lieux de communes ne peuvent pas résoudre le problème, nous avons réorganisé l'affichage pour que ces listes-là soient affichées au niveau des quartiers pour créer une proximité entre les électeurs et leur liste électorale. Au total, 7,5 millions de Nigériens ont été recensés sur l'ensemble du territoire, dont 300 000 au niveau de la région de Niamey. Débuté la semaine dernière, les électeurs de la région de Niamey ont encore une semaine pour consulter les listes et faire les réclamations au besoin. L'Association nationale des parents d'élèves et étudiants réagit par rapport aux suites des manifestations du 19 octobre dernier dans la ville de Niamey, manifestation des scolaires qui a occasionné donc des actes de vandalisme pour lesquels plusieurs élèves ont été arrêtés et gardent encore prison depuis quelques jours. L'association appelle au dialogue pour la résolution des différents problèmes. Sadou Doumi et Ousmane Sidikou. L'association nigérienne des parents d'élèves et d'étudiants sort de sa réserve, car elle aussi préoccupée par les manifestations scolaires du lundi 19 octobre dernier à travers des actes de vandalisme perpétrés par ces mêmes scolaires. Certes condamnables sur toute la ligne, mais elles pouvaient aussi être évitées ces manifestations. Il faut créer ce cadre pour éviter toute incompréhension possible. Vous savez, c'est le manque de concertation, c'est ça qui a amené ça. S'il y avait la concertation, je suis sûr que les petits là ne vont pas sortir pour pouvoir faire ce acte. Malheureusement, malgré parce qu'on me disait que les autorités leur ont posé la question en disant que ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas une raison. Il y a un cadre qui est là, tous les vendredis on doit se réunir pour pouvoir, ils doivent se réunir, tous les acteurs de l'école, ceux qui sont en charge de l'éducation, doivent se réunir pour échanger. Dans le souci de ramener la sérénité et le calme, une médiation est déjà amorcée, d'où cet appel de l'association. Il faut ramener tout le monde dans le cadre de conversation et de compréhension de voilà ce que nous voulons. Parce que nous voulons vraiment une école pérenne, de qualité, tout ça, et qu'il n'y aura pas un arrêt. Parce que quand vous arrêtez, il y aura des trous, il y aura un goulot d'étranglement. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans le temps. Il y avait eu des années blanches, et que les autres qui continuent, déjà un blocage, ils viennent s'entasser en un lieu, en 6e. Là, vraiment, c'est difficile à gérer. L'année scolaire est à peine entamée et pour parer à toute éventualité, les conditions se doivent d'être créées pour son bon déroulement, ce qui passe par une implication de tous les acteurs. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler de cette grève des personnels administratifs et techniques de l'ensemble des universités publiques de notre pays, ainsi que ceux des centres des œuvres universitaires, mais également les personnels administratifs et techniques de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG, une grève qui aujourd'hui a son 2e jour. Une grève pour exiger du gouvernement l'adoption d'un statut particulier pour ce personnel. Je propose de suivre les explications du coordinateur du collectif de ces syndicats, membres des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités, des CENU et de l'EMIG, M. Mohamed Lawali, interrogé ce matin par une de nos équipes. Nous, jusque-là, on n'a pas de statut qui doit nous couvrir pour notre carrière. Donc c'est ça le motif de cette grève. Vous-même, quand vous avez filmé, vous avez constaté, ça ressemble à un véritable cimetière. Donc les militants ont valablement répondu à l'appel de la coordination. Et donc nous sommes sereins
Et on a rencontré en tout cas les autorités rectorales depuis très longtemps, mais c'est un problème qui dépasse largement leur capacité. Et c'est pour cela que nous nous sommes adressés au ministère du tutelle, qui est le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, d'ores et déjà, en tout cas, il y a un processus qui est enclenché dans le cadre des négociations par rapport à cette grève. Dans tous les cas, ceux qui nous regardent ici, c'est les camarades, les militants qui ont observé cette grève et nous les tenons informés d'être aux aguets à un prochain appel de la coordination. 2 habitants du village d'Eza, c'est dans la commune rurale de Banibangou, dans le département de Walam, auraient été enlevés le 23 octobre dernier par des individus non encore identifiés. Pour vérifier cette information, la rédaction de la radio et télévision Labari a joint cet après-midi un habitant du village qui confirme les faits. Nous l'écoutons. Ce problème de prise d'otage a commencé du côté malien, quand des Bella Daoussan ont ôté la vie à 3 jeunes Peuls il y a quelques jours de cela. Les Peuls se sont alors rendus chez les Daoussan pour leur reprocher la fin de la trêve entre les deux communautés. Nous avons des informations comme quoi les 2 otages sont dans une localité de Adramboukan depuis le vendredi, mais en vie. Depuis cet événement, les populations ne savent plus à quel saint se vouer et les femmes sont sans nouvelles de leur mari. Et les autorités sont averties. Il s'agit des hommes du MNLA qui rançonnent les paisibles citoyens à hauteur d'1 à 2 millions de francs CFA. Réunis cet après-midi en séance plénière, les députés nationaux ont adopté une résolution autorisant le gouvernement à reconduire pour 3 mois l'état d'urgence dans la région de Difa dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le résumé de cette séance plénière avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. La région de Difa vit actuellement dans un climat d'insécurité, une insécurité qui est consécutive aux attaques terroristes du groupe Boko Haram. Ainsi, pour faire face à cette situation, l'État a décrété une première fois l'état d'urgence dans la région de Difa d'une durée de 15 jours à partir du 14 octobre 2015. Cependant, avec la persistance des assauts de terroristes dans notre pays, les autorités ont décidé de proroger l'état d'urgence dans la région de Difa pour une durée de 3 mois, période qui s'étalera du 29 octobre 2015 au 26 janvier 2016 inclus. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massoud, explique ici les raisons d'une telle prolongation. Malheureusement, en attendant toujours que le Nigeria exerce sa souveraineté sur cette partie sur le territoire, il y a eu des élections, il y a eu ce que vous savez. Et aujourd'hui, la situation opérationnelle, c'est que le Nigeria a porté beaucoup de coups dans la partie sud du Borno, autour du Maiduguri, dans la forêt de Sambisa, ce qui les amène encore à remonter vers le nord. Donc revenir massivement à notre frontière côté Nigeria et donc menacer nos positions au Niger. C'est pour ça que se multiplient ces opérations kamikazes au Niger, au Tchad et au Nord-Cameroun. Parce que dans leur base principale, ils sont sérieusement menacés, ils sont attaqués de manière quotidienne par la famille nigérienne, mais qui n'est pas encore remontée. Deuxièmement, il y a la force multinationale qui a été mise en place. Elle devait être organisée de manière à ce que, avec 3 commandements, l'état-major général, l'État qui est au Tchad, et puis des états-majors sectoriels. Donc ce secteur qui fait le nord du Nigeria et du Niger, ce secteur-là est ici le commandement n'a pas été mis en place. Ce secteur n'est pas encore opérationnel du point de vue de la force multinationale. C'est ainsi que la prolongation de l'état d'urgence a été soumise pour examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale
où 74 voix se sont prononcées pour la reconduction de l'état d'urgence dans la région de Difa contre 0 abstention. Le député Ila Ousmane, président de la commission défense et sécurité, précise l'importance du vote qui a été fait aujourd'hui. C'est une situation qui est préoccupante dans la région de Difa et qui est aussi préoccupante pour le pays en entier. Et nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons qu'apporter notre contribution au gouvernement pour pouvoir vraiment faire face à la situation. Voilà, pour la 3e fois, on a essayé de voter la prorogation de l'état d'urgence pour permettre au gouvernement vraiment de continuer à sécuriser la population dans la région de Difa. Les exactions de Boko Haram n'étant pas encore terminées, donc il faut qu'on renforce les moyens juridiques au gouvernement pour pouvoir faire face à cette nébuleuse Boko Haram qui continue à faire des victimes encore dans cette région de Difa. Il est à noter que l'ensemble des groupes parlementaires regroupant l'ANDP, l'ARN, le PNDS et le Modern FA Lumana ont voté favorablement pour la reconduction de l'état d'urgence dans la région de Difa. Une action qui permettra de sécuriser davantage la zone afin que les populations puissent voter dans le calme lors des prochaines élections qui pointent à l'horizon. L'actualité hors de chez nous. À présent, la Côte d'Ivoire dans l'attente des premiers résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Dans cette attente, il y a une surprise. Un candidat félicite déjà le président sortant Alassane Dramane Ouattara. Il s'agit du candidat Kwadjo Konan-Bertrand, dit Kakabe. Il y a également une contestation, celle du taux de participation. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante fait durer le suspense. Mais dans l'attente des résultats officiels, le taux de participation à la présidentielle de dimanche s'est placé au centre des débats. Autour de 60%, a lâché un responsable de la CEI lundi, provoquant de vives réactions. Pour l'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin, ce chiffre est fantaisiste. La coalition nationale pour le changement parle plutôt d'une participation entre 15 et 20%. Alors que le président de la CEI, le président titulaire Issou Bakayoko, annonce 40-41% sur des antennes crédibles comme France 24, et puis aujourd'hui, subitement, son premier vice-président, Kone Sourou, vient annoncer 60%. C'est de la manipulation, c'est de la manœuvre et c'est de la fraude qui est organisée. Mais cette analyse n'est pas partagée par tout le monde. Un des principaux candidats restant en course semble avoir pris acte de sa défaite. Lundi soir, il a réuni la presse pour faire part de ses félicitations à Alassane Ouattara, le président sortant. Il semble évident que le candidat Alassane Ouattara soit en train d'obtenir la majorité des suffrages nécessaires pour être réélu président de la République pour les 5 années à venir. Je voudrais par conséquent lui adresser mes félicitations et souhaiter que cet autre mandat soit pour lui l'opportunité de continuer à rassembler davantage les Ivoiriens. Alassane Ouattara est depuis le début le grand favori de cette élection, à tel point que le taux de participation est devenu essentiel pour transformer une victoire prévisible en victoire incontestable. 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue à Saint-Domingue, c'est en République dominicaine, se sont évadés. Accusés d'être complices de cette évasion, le ministère français des Affaires étrangères a nié toute implication. Récit. Incroyable évasion à l'issue d'une opération d'exfiltration digne des services secrets. Pascal Fauré et Bruno Odos, 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue en République dominicaine, ont parcouru 7000 km dans des conditions mystérieuses. Par bateau jusqu'à Saint-Martin, puis direction la Martinique en avion privé, et enfin destination Paris par vol régulier. Les autorités françaises nient toute implication dans cette fuite. On a même des éléments qui permettent de dire que ce sont des initiatives personnelles. C'est pas la peine de fantasmer. C'est pas une équipe barbouzarde qui aurait été payée par l'État français. Hein. C'est pas ça l'histoire. Hein. Ne vous méprenez pas du tout. Hein. Ce sont des initiatives personnelles.
Arrêtés à bord d'un Falcon 50 chargé de 680 kg de cocaïne dans 26 valises, ces deux anciens de la Marine nationale clament leur innocence, tout comme les deux passagers français, Alain Castagnier et Nicolas Pisapia. Dans cette affaire baptisée Air Cocaïne, ils passent 15 mois en détention provisoire avant d'être relâchés et finalement condamnés d'une même sanction en août 2014. En attendant leur procès en appel, ils restent en liberté avec interdiction de quitter le territoire. À partir du moment où on a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est français et pas fils de bons chrétiens, je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays où je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire. Ce sera à Marseille, où une enquête est déjà en cours d'instruction et dans laquelle les deux pilotes devront répondre. Mais leur fuite n'arrange pas le sort des deux autres Français condamnés, restés à Saint-Domingue. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.